C'est clair. Très bien. Merci Marie, à toi la parole. Merci beaucoup. Voilà, je vais arrêter ça et je vais revenir sur une présentation et que je peux, si tout se passe bien, partager avec vous. OK, il est là. Et maintenant, il ne s'ouvre pas. What happens? Ah, il est là. Oups. En haut à droite de ton écran, il est réglé. Ah oui, il est là. Voilà. Maintenant, je vais être en mode plein écran et je me pose. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, merci à Jean-Philippe de m'avoir invité. Je me suis proposé moi-même, je ne sais pas si j'ai C'est un appel ouvert. de participer ou d'animer cette séance d'aujourd'hui. Donc, je vais parler de la gestion intégrée des ressources en eau avec le titre qui est projeté. J'ai prévu trois parties dans ma présentation. Première partie qui est plutôt le cadrage théorique, c'est quoi la gestion intégrée. On va revenir un peu sur voilà, comment est-ce que ce paradigme est défini dans la littérature, quelles sont les différentes définitions qui sont utilisées. La deuxième partie porte plutôt sur des études de cas. Donc, j'ai préparé 3 études de cas, donc une en Europe et 2 en Afrique, pour illustrer un peu la façon comment on a essayé de faire la recherche dans ce domaine-là. Et puis une troisième partie plutôt questionnement, débat, voilà, suite à l'expérience qu'on avait développée, voilà, voir dans quelle mesure on pouvait en effet promouvoir la recherche transdisciplinaire dans ce secteur-là, dans ce domaine qui est quand même un domaine assez important. Voilà, donc on ne peut pas commencer de décrire ce que c'est la gestion intégrée de l'eau sans résumer de façon très brève quels sont les enjeux de l'eau à l'heure actuelle dans le XXIe siècle. Et étant donné qu'une image fait toujours mieux que beaucoup de mots, j'ai repris ici cette image-là qui illustre très bien voilà, quelle est la problématique de l'eau auquel on est confronté. Nous, c'est-à-dire l'humanité, l'homme, a toujours l'impression qu'on habite sur une planète bleue, pleine d'eau. Quand on est à côté de la mer, à côté de l'océan, on voit beaucoup de l'eau et on voit de l'eau partout et on a l'impression que l'eau est présente en abondance. Si on rassemble toute la quantité d'eau qui est disponible sur la planète et on le projette par rapport au volume de la planète en tant que telle, vous voyez là la quantité d'eau qui est disponible. Vous voyez tout de suite que c'est pas beaucoup. Il s'agit ici de toute l'eau, c'est-à-dire c'est aussi de l'eau salée, c'est de l'eau de l'océan, c'est pas de l'eau douce. Si on doit refaire cet exercice-là pour l'eau douce, ben, ça va devenir un très petit point sur la planète et donc c'est quand même une quantité très limitée. Je crois que voilà, ça fait quand même réfléchir sur voilà, qu'est-ce qu'on en est. Par rapport à la problématique de l'eau, hein, donc voilà, l'eau, il y a aussi différentes couleurs. Hein. Donc il y a d'abord l'eau bleue. L'eau bleue, c'est l'eau qui est valorisée par différents secteurs, tous les différents secteurs économiques, le secteur de la production alimentaire, le secteur de l'énergie, le secteur de refroidissement des stations nucléaires, le secteur de refroidissement de centres de calcul. Voilà, toute l'eau qu'on consomme en tant que citoyen, en tant qu'acteur consommateur des produits économiques, voilà, consomme de l'eau bleue. C'est de l'eau bleue qui n'est pas bleu pur, hein, donc il y a beaucoup de choses là-dedans, hein, donc il y a beaucoup de points là-dedans. Cela veut dire que cette eau n'est pas H2O en tant que telle, avec la masse d'eau douce, d'eau salée qui est présente sur la planète. Il y a aussi malheureusement toute une série de substituants et de composantes chimiques et biologiques qui sont présentes, qui pouvaient avoir des incidences sur les différents services et les fonctions de l'eau que l'hydrosystème doit pouvoir développer. Il y a quelqu'un qui souhaite... Voilà, c'est rien. OK, ça va. Et donc, voilà, le problématique de la qualité de l'eau est une problématique, bien entendu, aussi assez importante à intégrer dans la réflexion qui génère pas mal de problèmes à l'heure actuelle en termes de gouvernance partout dans le monde. Hein. Donc, ici en Belgique, en région wallonne, en région bruxelloise, en Afrique, partout, la problématique de l'eau est une problématique très pertinente à considérer et sur laquelle notre groupe de recherche a déjà pas mal travaillé dans le passé. Voilà, donc il y a beaucoup de l'eau bleue, il y a aussi de l'eau verte. Donc, de l'eau verte, c'est de l'eau qui
passe à travers le biosphère, à travers les plantes, qui est transpiré vers l'atmosphère, et donc qui contribue au développement végétal sur la planète, et notamment aussi au développement de toute la biomasse qui est valorisée en termes de ressources alimentaires, et donc tout ce qui est production agricole dépend bien entendu de la quantité d'eau qui est absorbée par les plantes et qui transpire, et donc ça c'est quand même aussi très important. Il y a de l'eau grise. De l'eau grise, c'est toute la problématique des eaux usées. Donc, à l'heure actuelle, il s'avère qu'il y a encore presque 3 à 4 milliards d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'assainissement correct, ce qui pose bien entendu beaucoup de problèmes. Donc, par rapport à l'eau bleue, selon les chiffres des Nations Unies, il y a aux alentours de 800 millions d'êtres humains qui n'ont pas encore accès à l'eau potable de bonne qualité. Donc, mais l'eau grise est aussi une problématique très, très pertinente, très présente de nouveau partout. Donc, comment gère-t-on les eaux qui ont été consommées, qui ont été consommées par l'homme dans les différentes activités économiques? Comment est-ce qu'on peut assurer à ce que cette eau usée peut rentrer dans l'écosystème, éventuellement être recyclée? Et donc, ça pose aussi beaucoup de problèmes. Donc, l'eau grise, ça, c'est un autre. Et puis, il y a de l'eau. Moi, j'appelle ça l'eau noire, c'est toute la problématique de l'eau qu'on ne voit pas. C'est de l'eau souterraine. Donc, il y a bien entendu aussi une ressource extrêmement importante. On ne le voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, on ne maîtrise pas nécessairement très bien. C'est très difficile à caractériser, très difficile à diagnostiquer. Et pourtant, c'est une ressource en eau qui est extrêmement importante au niveau mondial. Donc, quand on regarde l'alimentation de l'ensemble des réseaux de potabilisation de l'eau potable, ça dépend fortement souvent des eaux souterraines, l'irrigation, ça dépend fortement aussi de la disponibilité des eaux souterraines. Et donc, voilà, ça c'est quand même une question assez importante. Voilà. Bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails, je vais aller relativement vite parce que je suppose que vous avez déjà eu des introductions sur la problématique de l'eau, etc. Quelques chiffres quand même, ou quelques images ici, c'est par exemple la quantité de l'eau. Il y a des hydrologues qui ont fait des calculs à l'échelle globale qui montrent les volumes d'eau qui sont disponibles. Voilà, si on regarde l'ensemble des précipitations qui tombent sur les surfaces terrestres et on calcule les évaporations, on peut calculer les quantités d'eau qui arrivent dans les rivières, dans les retenues, dans les lacs, etc. Donc, il y a une grande quantité d'eau qui est disponible, 47 000 milliards de mètres cubes d'eau, donc sur base annuelle, qui est disponible, qu'on peut valoriser. Et quand on regarde le besoin de tous les différents secteurs, voilà, à l'heure actuelle, le compte est bon. On ne consomme pas toute l'eau qui est disponible, ce qui est positif. Ici, c'est une présentation de la quantité qui sont disponibles exprimées par être humain en 2000 et 2050. Et donc, ça permet directement de nous positionner un peu de la façon comment la problématique de l'eau va changer dans les décennies à venir. Et donc, voilà, quand tu regardes en 2000, on avait aux alentours de 7 000, 8 000 mètres cubes d'eau par personne par an disponible. Ça diminue au 2050, simplement pas parce qu'il y a moins de précipitations, moins d'évaporation, mais parce qu'il y a beaucoup de plus d'êtres humains sur la planète. Et donc, cela veut dire que ça va diminuer vers une grandeur de 5 000, 6 000 mètres cubes d'eau par personne par an. Et quand tu vois un peu les besoins par les différents secteurs, notamment le secteur agricole, industriel, domestique, et tous les autres grands consommateurs de l'eau à l'échelle planétaire. Et même si tu ajoutes là, tu n'arrives pas à consommer toute l'eau qui est disponible. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc malgré le fait qu'il y a très peu d'eau qui est disponible sur la planète, on ne consomme pas encore toute l'eau, ce qui est bien entendu une bonne chose. Mais le problème de l'eau se trouve plutôt aussi dans ce qu'on appelle la répartition inégale, à la fois dans l'espace et le temps. Et c'est là où se trouve le très grand problème. Et bien entendu, avec les altérations climatiques, ça va bien. Il y a quelqu'un qui est en train. Est-ce que je peux demander à la personne? Ouais, ok, voilà, c'est bien. C'est fait? Ok. Maintenant, je suis perdu. Psst, voilà. Voilà. Et donc, voilà, pour revenir un peu sur ce que j'étais en train de dire, donc le grand problème de la problématique de l'eau, c'est la répartition inégale. Et quand on regarde un peu les projections de cette répartition, qui sont faites notamment dans les études du GIEC,
on arrive à le chiffre ici. Ici, c'est par exemple une carte qui vient d'un ancien rapport, ça date déjà il y a une vingtaine d'années, mais qui ne change pas la grande problématique de l'eau. Sur cette carte-là, on projette la variation des quantités d'eau qui va ruisseler dans les grandes rivières suite aux précipitations sur les différentes régions du monde. Et quand c'est rouge, ça veut dire qu'on va avoir une diminution. Quand c'est bleu et plus intensif, ça veut dire qu'on va avoir plus d'eau. Et donc, vous voyez tout de suite qu'il y a plein de régions dans le monde où on va avoir une réduction assez importante, d'autres où on va avoir plus d'eau qui sera présente. Et donc, voilà, on va perturber les équilibres. Et ça va avoir des incidences, bien entendu, majeures sur les différentes activités économiques et les différents secteurs, le secteur de la production alimentaire, le secteur domestique, le secteur industriel, énergétique, etc., etc. Et donc voilà, donc, vous pouvez retrouver cela ici. Vous voyez, la région méditerranéenne, par exemple, est une région fortement affectée par les changements climatiques, ça se voit déjà. Et voilà, c'est aussi une région dans laquelle on a déjà beaucoup travaillé et dans laquelle, malheureusement, il y a aussi beaucoup de problèmes géopolitiques, hein, donc notamment le Moyen-Orient. Et ce n'est pas nécessairement découplé. Hein, donc la problématique de l'eau est aussi une problématique qui se traduit dans du stress géopolitique. Vous le savez, par exemple, l'occupation d'Israël de la hauteur de Golan dans le Moyen-Orient. Voilà, c'est les plaines de Golan qui sont les ressources en eau importantes pour pouvoir développer les activités en Israël. Et donc voilà, je ne dois pas vous rappeler les problèmes qui se présentent à l'heure actuelle dans cette région. Bon, voilà, donc on a pas mal de problèmes de répartition inégale de l'eau au niveau de la planète, aussi une inégalité dans la distribution temporelle. Ouais, donc, c'est déjà, voilà, regarde un peu ce qui se passe ici en Belgique. Le mois d'avril était extrêmement sec, trop sec déjà pour certaines activités agricoles. Maintenant, depuis le mois de mai, ça devient plus trop humide. Et voilà, on espère qu'on va avoir du beau temps fin de cette semaine pour qu'on puisse organiser notre barbecue de Croix du Sud. Donc, voilà. Bon, en gros, le problème de l'eau, il est là. Et donc, voilà, de nouveau, avec un petit cartoon, je peux vous illustrer cela. Voilà. Donc, on peut bien entendu s'imaginer que dans l'avenir, dans certaines régions, on va devoir chercher de l'eau à distance beaucoup plus différente, à plus grande profondeur, pour pouvoir avoir de l'eau disponible pour les différentes activités. Voilà, donc ça, c'est les enjeux de l'eau. Et on se pose la question, voilà, qu'est-ce que est finalement la gestion intégrée des ressources en eau et est-ce que cette gestion intégrée permet justement de faire face à tous ces enjeux. Sans vouloir entrer dans tous les détails, je peux vous dire qu'il y a plusieurs définitions qui existent, mais une définition auquel je fais souvent référence, notamment quand je donne aussi le cours, j'enseigne un cours sur la gestion intégrée pour nos bioingénieurs, mais que j'enseigne aussi ailleurs dans d'autres universités, notamment dans l'Afrique du Nord. Et alors, voilà, dans ce cours-là, voilà, je fais référence à la définition qui a été donnée par le Partenariat mondial de l'eau. Et voilà, je vais lire avec vous la définition. Hein, donc, l'agir, c'est un processus c'est une gestion intégrée de l'eau. C'est un processus qui va favoriser le développement et la gestion coordonnée de l'eau. Donc, le mot coordination est très important. Mais pas seulement de l'eau, mais aussi avec les terres et les ressources associées. Et ceci en vue de maximaliser de manière équitable le bien-être économique et social qui en résulte, sans pour autant compromettre la durabilité des écosystèmes vitaux. Donc, il y a certainement une vision anthropocentrique dans cette définition, mais avec une ouverture, bien entendu, vers des écosystèmes naturels. Ouais, donc, si on discute un peu sur le positionnement de l'agir par rapport aux autres interactions de l'homme avec la nature, donc on souhaite bien entendu optimaliser le bien-être économique et social de l'utilisation de l'eau, mais en équilibre avec les besoins qui sont là pour les écosystèmes vitaux. Donc, il y a beaucoup de mots assez importants là-dedans, notamment voilà, la coordination, le fait que c'est pas seulement l'eau, mais c'est aussi l'eau avec les ressources terrestres et les autres ressources. Donc, voilà, tout ça, c'est quand même très important. Et le mot intégration intervient là-dedans. Donc, quand on dit intégration, on peut se poser la question à quoi est-ce que ça fait référence. Et alors, moi je fais une distinction entre différents
moyen d'intégrer les choses autour de l'eau. Donc, il y a d'abord tout ce qui est l'intégration des différents secteurs. On a les différents besoins de l'eau au niveau économique. Donc, on a le secteur domestique, on a le secteur agricole. On a besoin de bonne eau pour répondre à nos besoins sanitaires, pour l'énergie, etc. Donc, l'intégration de différents secteurs est assez importante. Et quand on regarde sur la façon comment on fait la gouvernance, donc on peut se poser beaucoup de questions sur la façon comment on gère les ressources publiques, les communs. Voilà, il y a souvent une gestion qui est faite, par exemple, des forêts et de nature, c'est dans un ministère, l'eau, c'est dans un autre ministère, l'agriculture, c'est encore un autre ministère. Alors voilà, donc ce qui est assez important quand on parle d'agir, c'est qu'on essaie de faire les ponts entre ces différents secteurs et donc aussi de réfléchir sur la gouvernance entre ces différents secteurs. Deuxièmement, voilà, donc quand on parle de l'intégration dans l'agir, ben, on doit intégrer à la fois les aspects environnementaux, physiques, mais aussi avec des aspects sociaux et économiques. Et donc, voilà, moi, je suis ingénieur, bio-ingénieur formé plutôt vers l'aspect plutôt quantitatif. On a très peu d'expérience avec l'aspect social et économique et autres, mais c'est quand même extrêmement important. Et donc, voilà, c'est pourquoi ce type de recherche dans ce domaine doit se faire, bien entendu, de façon interdisciplinaire, multidisciplinaire, et je vais y revenir aussi ultérieurement sur les aspects transdisciplinaires. Quand on parle de l'intégration, ben, ça peut faire référence aussi à l'intégration spatiale. Hein, donc, l'agir ne va pas se faire à une échelle très locale, mais ça va plutôt se faire à une échelle qui est beaucoup plus grande, l'échelle régionale, l'échelle des bassins versants ou autres. On va y revenir, je vais donner quelques exemples, problèmes qui sont associés à cela. Une intégration dans le temps aussi, on ne fait pas l'agir pour pouvoir résoudre un problème de demain, mais c'est pour résoudre le problème d'après-demain ou de l'année suivante ou de la génération suivante. Donc, on se met dans une posture de développement durable et qui devrait, bien entendu, permettre de garder la ressource disponible pour les générations futures. Donc, on intègre aussi les actions dans le temps. Il y a aussi une intégration fonctionnelle, donc on ne regarde pas un service ou une fonction qui est liée à l'hydrosystème. On regarde l'eau potable, mais aussi l'assainissement. On regarde aussi comment l'eau peut être valorisée dans le secteur industriel, etc., etc. Voilà. Donc, voilà, intégration entre les différents secteurs. Voilà, j'ai déjà illustré cela. Hein, donc, l'eau, en effet, est utilisée pour tous les différents secteurs. L'agriculture, c'est évident. Hein, donc, on ne peut pas produire des ressources alimentaires sans eau. Et donc, l'agriculture est encore toujours le consommateur principal de l'eau à l'échelle planétaire. Et donc, 80% de l'eau qui est mobilisée à l'échelle planétaire. Hein, et donc, il y a beaucoup de l'eau qui est mobilisée à l'échelle planétaire. C'est d'ailleurs la ressource naturelle qui est le plus mobilisée par l'homme sur la planète. Donc, on mobilise plus d'eau que de pétrole. Hein, donc, voilà. Donc, c'est quand même la ressource la plus mobilisée et distribuée. Donc, c'est surtout pour le secteur agricole. 80% va presque vers le secteur agricole. 60% de la production alimentaire se fait dans des régions où il y a une pénurie de l'eau, hein, donc notamment en Chine, en Inde, où il y a les grands euh, où il y a beaucoup d'hommes, hein, où il y a beaucoup d'êtres humains. C'est dans ce pays densement peuplé qu'on fait beaucoup d'irrigation, donc 60%, 40%, non, 40% de la production alimentaire à l'échelle planétaire se fait en irrigation, 60% de la production céréalière, donc de tout ce qui est céréales, le riz, le blé, est fait dans des régimes d'irrigation, et donc est fait dans des régions dans lesquelles il y a un manque d'eau. Donc l'agriculture reste le secteur le plus important. L'énergie est aussi un secteur très important. Hein, donc ici en Belgique, voilà, ici on n'a pas de l'eau qui coule dans la Meuse, on ne peut pas refroidir les stations nucléaires de Tihange. Et voilà, donc on a besoin de beaucoup de l'énergie. L'énergie est, bon, dans ce cadre de la transition énergétique, on pouvait bien entendu imaginer d'utiliser l'eau aussi à différents titres. Par exemple, pour stocker de la chaleur aussi. Hein, donc on pouvait imaginer d'utiliser l'eau souterraine comme une batterie pour pouvoir stocker de la chaleur ou éventuellement pour stocker l'énergie mécanique. J'ai une fois pensé s'il ne sera pas possible de valoriser l'eau ici à Louvain-la-Neuve pour voir si on ne pouvait pas pomper
de l'eau du lac de Louvain-la-Neuve vers un réservoir sur le plateau lorsqu'il y a un surplus de l'énergie, et puis le faire descendre, donc de faire le turbinage, pompage. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire cela? C'est peut-être un peu une idée idiote, mais peut-être il faut que j'en discute avec Sophie pour voir si on pouvait faire ou réaliser ce type de projet. L'énergie est certainement un secteur important. Transport, capacité de transport hydraulique est évidemment très importante. Regarde en Belgique, si on n'avait pas les canaux du centre, on ne pouvait pas mobiliser et développer le secteur industriel en Wallonie. Donc ça, c'est bien entendu très important. L'industrie, le tourisme, l'environnement, évidemment, on ne peut pas avoir des forêts et des zones naturelles sans eau, etc., etc. Donc voilà, on comprend très bien qu'il faut faire une intégration entre les différents secteurs. Il faut s'inspirer de la paradigme du développement durable, qu'il faut faire une intégration entre l'environnement, les aspects économiques et les aspects sociaux. Par rapport à l'intégration dans l'espace, un petit exemple de la complexité et de la problématique qu'on peut y avoir. Quand on doit définir, quand on souhaite faire de l'agir, il faut bien entendu se mettre d'accord sur à quelle échelle faut-il faire cette gestion. Donc, il faut définir quelque part dans l'espace les limites du système concerné. Et malheureusement, ce n'est pas toujours très simple. Hein. Donc, les rivières, par exemple, ils croisent souvent les frontières administratives. Hein. Donc, la question sur la gestion des ressources transfrontalières est une question tout à fait pertinente, notamment au niveau international avec les grands fleuves. Mais aussi, voilà, quand tu regardes par exemple le bassin hydrographique à la face, où on voit où l'eau s'écoule dans la rivière, ce bassin n'est pas nécessairement cohérent avec le bassin hydrogéologique dans lequel coule l'eau souterraine. Hein. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un écoulement ici, par exemple, la surface de plat. Et, voilà, on est ici sur la place Croix du Sud et quand il pleut, il y a en principe un écoulement vers le bas de la ville. Ça ne veut pas dire que cette direction de l'écoulement est maintenue lorsque les eaux s'infiltrent, ils vont écouler dans le milieu souterrain. Et donc, souvent, on peut avoir des situations géologiques qui génèrent des problèmes, qui génèrent des écoulements de l'eau souterraine qui sont dans d'autres directions par rapport aux directions des eaux de surface. Ça, c'est lié, bien entendu, à la composition géologique du milieu souterrain, mais ça complique la définition d'un bassin versant, par exemple. C'est quoi un bassin versant? Quelle est la quantité de l'eau qu'on peut gérer correctement? Et donc, ça complique la vie. C'est pas irréaliste. Hein. Par exemple, on a ce type de problème en Belgique. Quand tu regardes le bassin de la Gère ou le cré des SB, il y a une partie des écoulements qui vont par exemple, ici en Belgique, quand tu prends l'autoroute entre Namur et Bruxelles, il y a une partie qui va, les eaux de surface va vers le bassin de la Meuse, et il y a une quantité de l'eau qui s'infiltre là, qui va dans l'autre côté et donc qui va dépasser la crête. Et donc, ça, c'est quelque chose qui complique, bien entendu, la définition des entités intégrées et tout cela. Bon, voilà. La gestion intégrée, c'est aussi une intégration disciplinaire. L'idée de la gestion intégrée, c'est que voilà, la logique mathématique 1 plus 1 vaut 2 n'est plus respectée, que quand on met différentes disciplines ensemble, on peut faire mieux et on peut résoudre des problèmes qui ne sont pas apparus. Donc, je trouve que ça, c'est aussi très important de se le signaler quand on parle de la gestion intégrée. Bon, voilà, donc ça, c'est un peu la définition du concept, les différentes dimensions de l'intégration. Est-ce que c'est original, cette gestion intégrée de l'eau? Ce n'est pas si original, ça existe déjà depuis très longtemps. Quand tu voyages et regardes un peu l'historique, l'histoire de l'eau, il y a déjà beaucoup d'initiatives qui ont été prises à la passé qui illustrent que certains de ces aspects de la gestion intégrée de l'eau sont déjà mises en place par différentes civilisations, par différentes sociétés, par différentes populations. Et donc, les exemples sont multiples. Donc, ce n'est pas en soi quelque chose qui est très original. L'eau a toujours été important pour le développement de l'humanité. Et donc, c'est évident que plein de mesures ont été déjà prises qui permettent déjà de mettre en place certains aspects de la gestion intégrée de l'eau.
Donc, par exemple, ici, voilà, c'est quelque chose qu'un de mes collègues, de mes amis, Mohamed Bouzermei, qui travaille à la Société wallonne de distribution de l'eau, il a posté cela sur LinkedIn très récemment, lorsqu'il avait visité Fès. Typiquement, voilà, donc en milieu aride, voilà, on peut avoir des systèmes de répartition de l'eau qui est illustré ici dans cette photo-là. Donc, c'est typiquement une photo dans laquelle il y a des galeries et donc, en fonction du niveau, donc vous avez un mur. Après ce mur, il y a un réservoir d'eau et en fonction de la hauteur d'eau, une partie, il y a une porte qui s'ouvre ou une autre porte qui s'ouvre et qui permet donc d'alimenter différents secteurs et donc d'adapter la gestion et la répartition de l'eau en fonction de demande qui est variable. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, mais qui a pris de l'ampleur dans l'agenda des Nations Unies, l'agenda de développement durable des Nations Unies à partir des années 80-90. Donc, c'était une espèce d'une réponse de la communauté internationale face aux crises de l'eau qui s'était présentée, la crise environnementale qui s'était présentée et qui s'était marquée à partir des années 70 du siècle précédent et qui s'était concrétisée plus particulièrement dans les grandes conférences, notamment la conférence de Rio sur le développement durable. Et puis ensuite, après 92, il y a plein de grandes réunions des Nations Unies qui ont été organisées, et notamment avec le développement de premières conférences sur l'eau, le premier forum de l'eau qui s'était organisé à Marrakech en 97. Et puis régulièrement, au niveau international, la problématique de l'eau a pris de la place sur l'agenda international. Et donc voilà, vous voyez ici, voilà, par exemple, toute la liste, et donc ça continue. Donc maintenant, tous les 2 ans, il y a un forum mondial qui est organisé. La prochaine sera organisée à, je ne sais plus, je crois que c'est à Japon, je ne suis plus sûr, mais c'est en 2027 que le prochain forum mondial de l'eau sera organisé. Donc, par exemple, lors de forum qui a été développé à Dublin en 92, donc très brièvement après la conférence de Rio, il y a des principes de GIR qui ont été mis en place par la communauté internationale et qui met l'accent sur certaines choses. Par exemple, la GIR, ça doit par définition être une approche intégrée. Donc, voilà. Ça doit être une approche participative, ce n'est pas une approche qu'on peut implémenter bottom-up, pas implémenter top-down. Ça doit être bottom-up. Il faut avoir la participation de la population pour pouvoir faire une bonne gestion. Le rôle de la femme a été reconnu de façon explicite déjà dans les conclusions donc, de cette conférence. Et alors voilà, donc c'est quelque chose qui a été proposé en 92, c'est de dire voilà, que l'eau a une certaine valeur économique. Et donc là, on peut discuter avec nos spécialistes en droit, donc sur le droit des communs, etc. Donc en 92, il a déjà été convenu que l'eau a une certaine valeur économique, et ceci à travers différents usages concurrentiels. Il doit être reconnu comme un bien économique. Eh bien entendu, pas tout le monde est toujours d'accord par rapport à cela. Il y a d'autres visions qui sont développées, notamment Petrella, par exemple, quelqu'un qui était professeur ici dans la faculté de droit, me semble-t-il, qui a écrit un manifeste de l'eau il y a déjà un certain temps et qui a rédigé un manifeste de le contraire mondial de l'eau, un ouvrage par rapport à cela qui était un haut fonctionnaire au niveau européen. Lui, il dit, voilà, quelque part, l'eau ne peut pas être un bien économique, ça doit plutôt être un bien commun qui ne peut pas être marchandisé, si on peut le dire. Il y a un lien, bien entendu, avec l'agenda la plus récente au niveau des Nations Unies, les objectifs de développement durable. Donc, il y en a 17. Il y a une qui est vraiment orientée vers la problématique de l'eau. Donc, il y a le numéro 6. Et quand tu regardes le numéro 6, l'objectif 6, qui vise de garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau, il y a une série de sous-objectifs qui ont été proposés, et notamment le sous-objectif 6.5 dit clairement d'ici 2030, il faut mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux. Ça, c'est très ambitieux, y compris au moyen de la coopération transfrontalière
quand il convient. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui a été défini dans les objectifs de développement durable. Les droits humains, voilà, donc on a des spécialistes en droit qui sont ici. En effet, le droit, les droits humains, l'eau est reconnue. Hein, donc, déjà depuis 2010, comme l'accès à l'eau potable a été reconnu par les Nations Unies en 2010 et l'accès à l'assainissement en 2015. Donc, ça fait partie des droits humains formalisés par les Nations Unies et donc sur laquelle on peut travailler avec nos collègues de droit, hein, parce que voilà, ça peut donc se discuter avec les juristes. Et donc voilà, comme je l'ai dit, il y a d'autres visions. Et par exemple, Riccardo Petrella, en 2008, lorsqu'il avait écrit son manifeste de l'eau, voilà, il a également mis en œuvre ou mis en place une série de recommandations liées aux droits de l'eau. Et donc voilà, lui, par exemple, il dit que l'eau n'est pas une ressource qui se prête à la marchandise. Ça ne peut pas être un bien économique marchand et que l'eau ne doit pas être gérée par le secteur privé, mais ça doit bien entendu être géré par le secteur public. Et donc voilà. Donc là, on peut bien entendu avoir beaucoup de discussions sur voilà, quel est le rôle du privé par rapport au public dans tout ce qui est la gestion de l'eau. Beaucoup de débats et on voit clairement des différences très importantes entre les différents pays. Tu vois, par exemple, la France, là, le secteur de l'eau est beaucoup plus privatisé en région wallonne. En Belgique, c'est beaucoup plus public, mais bien entendu avec des activités du secteur privé aussi. Donc, il y a certainement un lien avec cela. Quand on parle de la gestion de l'eau, gestion intégrée des ressources en eau, il y a aussi un lien avec la notion nexus. Donc, quand on voit un peu la littérature à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens ou des communautés scientifiques qui avancent le mot nexus comme un paradigme sur lequel on doit travailler. Nexus, c'est-à-dire, voilà, il faut articuler les problématiques de la production alimentaire, de la production de l'eau, avec la production de l'énergie, etc. Donc, il y a une notion là-dedans. Oui, il y a quand tu regardes un peu la littérature, il y a pas mal de réflexions plutôt épistémologiques sur les termes qui sont utilisés. Moi, personnellement, moi, j'ai toujours considéré que quand on avait proposé GIR, c'est dans un contexte effectivement d'intégration. Et donc, par définition, c'est intégré à travers les différents secteurs. Et donc, la notion nexus qui est avancée maintenant comme un boost, comme un titre, comme un mot, comme une définition qu'on utilise, n'est pas tellement nouveau. Ça existait déjà depuis très longtemps. Et on sait très bien, on sait bien entendu qu'on ne peut pas faire de l'agriculture et de la production d'énergie sans eau. Il y a un lien aussi avec tout ce qui est agroécologie. Hein, donc, c'est aussi un autre paradigme qui est avancé, étant donné que le secteur de l'eau est important pour l'agriculture et on constate que le modèle agricole auquel on est confronté à l'heure actuelle ne se trouve pas vraiment sur une trajectoire qui est une trajectoire durable. Il y a d'autres modèles de la production alimentaire qui sont avancés, notamment basés sur l'agroécologie. Quand tu vois, par exemple, l'outil TAPE qui était proposé par l'FAO, l'organisation qui s'occupe de tout ce qui est ressources alimentaires, il regarde un peu la dimension agroécologique de la production agricole sur base de 10 différentes dimensions. Et donc, de nouveau, tout ce qui est synergie, résilience, efficience, recyclage, etc., interviennent là-dedans. Donc, il y a certainement aussi un lien à faire entre le GIR d'une part et l'agroécologie d'autre part. Donc, ça, c'est certainement quelque chose qui est très important. Il y a un lien, bien entendu, aussi avec le concept One Health. Hein, donc, j'ai le plaisir d'avoir ici Michel, par exemple, qui participe, enfin, d'autres collègues de sciences de la santé qui participent à ce séminaire. Donc, One Health, bah, OK, la santé humaine ne peut pas se protéger, ne peut pas se développer sans tenir compte de la santé des écosystèmes, sans regarder la santé de l'hydrosystème. Et donc, bien entendu, quand on souhaite développer des approches qui permettent de promouvoir le concept One Health, par définition, tu fais aussi des approches GIR de la gestion intégrée. Donc, il y a certainement aussi un lien
avec ce concept-là. Voilà. Donc, voilà, beaucoup de liens. Et donc, voilà, pour terminer ici cette partie plutôt, première partie du séminaire qui porte plutôt sur les aspects plutôt théoriques, je voudrais quand même insister sur le fait que le processus de l'agir et la façon comment on essaie de le mettre en place à différents niveaux est un processus qui n'est pas un processus linéaire, mais plutôt un processus en spirale, hein, et donc avec beaucoup d'itérations et avec, bien entendu, un espoir que chaque itération permet d'augmenter, d'avoir des impacts beaucoup plus positifs et tendre vers ce que devrait être une gestion correcte des ressources en eau de façon intégrée. Et ça commence donc avec une reconnaissance de voilà, quelle est la problématique, la mise ensemble de différents acteurs par rapport à l'utilisation des ressources, de la définition de programmes d'action, l'évaluation de ce programme d'action, et puis voilà, on va vers un cycle suivant pour pouvoir éventuellement mettre en place cette théorie de façon opérationnelle. Donc, on constate par exemple que dans plein de textes législatifs, la gestion intégrée de l'eau est intégrée, hein, donc c'est intégré dans le code de l'eau au niveau wallon. Quand tu vois ça dans les différents codes de l'eau de différents pays, on parle souvent de la gestion intégrée. Regarde les objectifs de développement durable, l'objectif numéro 6, on parle de la gestion intégrée. Donc, c'est déjà dans le texte, mais le grand problème, c'est bien entendu dans l'opérationnalisation de ce concept. Et ça prend du temps. Et voilà. OK. Voilà, ça c'est la première partie. Je ne sais pas, bon, la façon comment on fait ici le séminaire, on essaye d'avoir quelque chose aussi plus interactif. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas vous n'êtes pas encore endormi? Non? Oui, vous êtes encore toujours là? À distance, je ne vois pas. Hein, donc, je ne sais pas, les gens sont encore toujours là ou ils sont déjà quittés là? Non, on est là, on est là. Non, on est là. Ils sont encore là, c'est bien, parfait. OK. On vient de montrer des exemples concrets. Voilà, c'est ça. Donc, on va faire des exemples concrets. Je vais prendre un peu de l'eau. Voilà, deuxième partie, exemple concret. Troisième partie, question. Ça va? Deuxième partie. Exemple concret, donc, projet sur lequel on avait travaillé, ça date déjà un certain temps, mais qui est un projet, voilà, projet de recherche en appui de mise en place d'une politique de gestion intégrée des ressources en eau dans un bassin en Espagne, le bassin d'Andarax. C'est dans le sud de l'Espagne, donc on est dans la région méditerranéenne. Donc c'est la région dans laquelle on a par définition déjà un hotspot des changements climatiques. Hein, donc beaucoup de problèmes de sécheresse et de temps à autre des orages violents comme on avait vu à Valencia il y a 2 ans, comme on avait vu encore cette année-ci aussi dans cette région. Donc voilà, des aléas qui sont devenus très, très extrêmes. Et je ne sais pas, voilà, ça c'est ici le photo aérienne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te frappe là-dessus? Est-ce qu'il y a, quand tu vois ce photo aérien, est-ce que vous voyez quelque chose qui est un peu perturbant sur ce photo-là? Donc, c'est la région de Almerie, c'est l'exutoire enfin, l'exutoire de la rivière qui s'appelle l'Andarax. Il y a quelque chose qui vous frappe là-dedans? Non? Non? Allez, il y a quand même quelque chose ici. Toutes ces choses blanches, c'est quoi ça? C'est la neige, hein? C'est la neige? Non? C'est la zone urbaine. C'est pas la zone urbaine. La zone urbaine est là-bas. En blanc, tout cela. On ne voit pas des curseurs. Quoi? On ne voit pas des curseurs. Oh, tu vois, mais toi là. Tout ce qui est blanc là, c'est quoi? C'est du sel? La neige? Ce sont des serres. C'est le plastique. Voilà, c'est le plastique. C'est le plastique. C'est le plastique, c'est-à-dire ce sont des serres. Donc c'est une région qui est fortement développée pour faire de la production alimentaire horticole, qui est très bien connue pour faire des tomates, etc., pour le mettre sur le marché européen. Et donc si vous allez manger des tomates ce midi, il est peut-être possible qu'ils viennent là-bas. Ouais. Donc, région très, très, très fortement développée en termes horticoles. Mais bon, il n'y a pas seulement le développement horticole, on est dans la région méditerranéenne, on est à côté d'Almerie, qui est une ville aussi touristique assez importante, donc il y a un développement touristique. Il y a bien entendu la ville d'Almerie en tant que telle, donc une ville qui nécessite d'être approvisionnée en eau potable. Il y a bien entendu aussi les eaux usées de cette ville qu'il faut gérer, et avec quelques activités industrielles supplémentaires. Donc, on est quand même dans une région dans laquelle il y a
développement économique extrêmement importante, notamment dans le secteur agricole, et dans laquelle, voilà, par définition, quand on dit agricole, horticole, on a besoin de l'eau. Voilà. Donc ici, l'étude de cas sur laquelle on avait travaillé, c'était l'étude de cas donc, de ce bassin. Et donc, on était dans un contexte où l'eau est une ressource assez rare dans cette région, dans laquelle il y avait donc de la compétition importante entre les différents secteurs, le secteur touristique, le secteur domestique, le secteur horticole, et ceci donc dans une région qui est caractérisée comme étant être dans ce qu'on appelle un hotspot des altérations climatiques. Et donc voilà. Et donc l'hypothèse de cette étude de cas, c'est de dire, voilà, on va pouvoir faire de la gestion et on va la faire de façon un peu plus intégrée pour pouvoir trouver une façon de distribution équitable entre les différents secteurs et différents utilisateurs. Et ça va permettre de tendre vers une gestion durable de l'eau. Donc ça, c'était l'hypothèse. Et alors, voilà, en termes de questions de recherche, et donc dans laquelle nous, on était intervenus là-dedans, c'est que voilà, quand on travaille à cette échelle-là, à l'échelle d'un grand bassin avec les différents acteurs, au moment où on avait réalisé cette étude, ça date il y a presque 20 ans, hein, lorsqu'on avait réalisé cette étude, il n'y avait pas une méthodologie qui permettait justement d'objectiver si on est dans une situation durable ou pas. Et donc, on n'avait pas de métrique. Et donc, moi, je suis personnellement ingénieur, j'aime les approches quantitatives. Ça fait partie de la discussion qu'on va avoir ultérieurement. Hein. Donc, je crois qu'on est aussi bien là-dedans. Donc, on dispose de techniques qui permettent de mesurer la quantité d'eau qui sont disponibles, la qualité de l'eau. On développe la technologie, smart technology, avec l'Internet of Things. Ça devient encore beaucoup plus intéressant. On a des capteurs tout azimut. Il y a la télédétection qui est là, hein, donc des satellites qui orbitent autour de notre planète qui permettent de gérer beaucoup d'informations par rapport à l'occupation du sol. Donc, on a cette technologie-là et donc on a la capacité de mesurer certaines choses. Et moi, voilà, on dit toujours, c'est très difficile de gérer quelque chose quand on ne connaît pas exactement la ressource qui est disponible. Donc, je fais l'analogie avec le médecin. Ma fille est en train d'étudier médecine là. Elle fait son stage et dit, voilà, bon, mon stage, ça concerne faire le diagnostic. Donc, on ne peut pas faire un bon traitement quand on ne fait pas un bon diagnostic. Donc, il faut mesurer. Paramètres 1, 2, 3, 4. Donc, on doit mesurer tous les paramètres de l'hydrosystème. Si on ne mesure pas, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas chiffrer, on ne peut pas gérer. Bon, voilà. Et donc, le projet, ça portait sur le développement de méthodologie qui permet d'évaluer la performance la performance de la gestion de l'eau, la gestion intégrée de l'eau dans ce bassin, de façon intégrée avec les différents acteurs, avec les différents besoins, avec les différents secteurs et avec les différentes techniques qui étaient présentes et qui nécessitaient bien entendu aussi d'intervenir avec les acteurs de terrain et donc de développer cette approche transdisciplinaire. Donc l'approche transdisciplinaire qu'on avait développée là-dedans visait d'intégrer la population dans le design du cadre méthodologique pour pouvoir mesurer la performance de l'hydrosystème. C'est comme cela qu'on peut le dire. Ouais. Et intégrer aussi la population dans le suivi des indicateurs. Ouais. Donc, il y avait vraiment deux différentes facettes dans lesquelles on avait travaillé. Et donc, voilà, c'était dans ce cadre de projet européen. Donc, il y a beaucoup de rapports qui sont disponibles. Il y a aussi un doctorat qui a été réalisé dans notre équipe à l'époque par Nora van Komberg. Et ce doctorat est disponible sur DIAL, DIAL qui est l'outil qui est géré au niveau central. Voilà, donc ça c'était un peu le cadre. Donc ici, vous voyez un petit modèle conceptuel de l'hydrosystème qu'on devrait gérer. Hein. Donc en gros, il y a une rivière. Il y a en amont, dans le bassin versant, il y a des agriculteurs qui développent une agriculture qui est un peu partiellement pluviale, mais aussi alimentée partiellement par des puits souterrains. Il y a la rivière qui est une rivière temporaire, hein, donc dans laquelle il n'y a pas un écoulement continu. Hein, donc, la majorité du temps, il est sec. Il y a la ville qui est là. Il y a le secteur de développement horticole qui est là. Il y a les touristes, le développement touristique.
Et il y a des eaux qui sont disponibles, bien entendu de l'eau pluviale. Il y a de l'eau de la mer. Étant donné qu'on avait une pénurie de l'eau, il était nécessaire donc d'amener de l'eau d'autres ressources. Et donc, une des stratégies qui était développée dans cette région, c'est d'amener l'eau de notre bassin versant, le pomper et donc faire un transfert à grande quantité de l'eau des bassins qui ne sont pas fortement développés vers des bassins développés. Donc, c'est d'ailleurs une stratégie qui a été utilisée de plus en plus en Espagne. Il y avait à certains moments où il y avait des pénuries de l'eau en Espagne, même de transfert de l'eau du nord de l'Espagne. On a mis de l'eau douce en bateau et qu'on avait transféré de l'eau douce en bateau vers les pays, vers les villes dans le sud de l'Espagne lorsqu'il y a vraiment des crises d'eau et des pénuries d'eau assez importantes. Donc ici, c'est aussi une stratégie de pompage de l'eau de bassin frontalière vers le bassin d'Andarex. Et puis, il y a de l'eau de la mer. Bon, c'est de l'eau salée. On peut, on peut mettre en place des stations de dessalement pour pouvoir, bien entendu, aussi alimenter une partie du réseau en eau potable. Donc ça, c'était un peu l'hydrosystème avec les différents acteurs. Je ne vais pas vous projeter l'ensemble des acteurs qui sont là, mais qu'est-ce qu'on avait fait dans le cadre de ce projet? C'est qu'on a essayé d'abord de faire une très bonne cartographie de l'ensemble des acteurs, différents ministères au niveau communal, au niveau régional, au niveau provincial, secteur privé, secteur public, les ONG, les différents acteurs de la société civile. Donc, on a essayé de faire une cartographie, et ça a été fait en collaboration, bien entendu, avec des sociologues de l'Université d'Almerie. Et sur base de cela, on avait commencé à interroger tous ces acteurs sur quels sont les scénarios que vous souhaitez développer et quels sont, selon vous, les indicateurs qu'on devrait utiliser pour pouvoir mesurer le fonctionnement, la performance ou le fonctionnement de cet hydrosystème de façon intégrée à l'échelle du bassin. Et donc voilà, donc on est arrivé à identifier avec ces acteurs-là. Ça, c'était un processus d'interagir, donc voilà, donc de faire des interviews, donc de focus group, de faire des interviews bilatérales, etc. Donc il y avait toute une activité de sciences humaines qui a été développée pour pouvoir définir quels étaient ou quels seraient éventuellement les scénarios les plus opportuns pour pouvoir éventuellement résoudre ce problème. Il faut qu'on ferme un peu la porte parce qu'il y a un peu de bruit environnemental. Voilà, comme ça. Et donc, voilà, donc suite à cette analyse-là, ben, l'ensemble des acteurs sont arrivés à obtenir, à classifier, par exemple, les différentes stratégies à mettre en place pour pouvoir faire face aux problèmes de l'eau dans cette région. Et donc, par exemple, la première stratégie qui était la plus favorable, c'était améliorer l'irrigation dans le secteur horticole. Le deuxième, c'était améliorer safe water households, donc essayer donc de recycler l'eau qui vient des réseaux domestiques. Une troisième stratégie, c'est mettre plus de puits, de telle façon à ce qu'on puisse valoriser mieux les eaux souterraines, etc., etc. Donc on est arrivé comme cela à un ensemble de scénarios. Et pour cet ensemble de scénarios, on avait défini des critères d'évaluation, Donc, par exemple, un des critères d'évaluation, c'est est-ce qu'on risque de ne pas avoir suffisamment de l'eau pour pouvoir soutenir les activités urbaines. L'autre critère d'évaluation, c'est la qualité de l'eau. Un dernier critère d'évaluation ici en bas, c'est préserver les aspects environnementaux. Et donc, tu vois tout de suite déjà, et par exemple, lorsque on essaye de classer ces différents critères, donc tout ce qui est lié aux écosystèmes naturels est considéré comme étant moins important pour les acteurs qui étaient présents dans la région et voilà, qui faisaient face ou qui font face aux problèmes de la pénurie de l'eau dans cette région-là. Donc, vous voyez, voilà, donc typiquement, voilà comment, grâce aux recherches transdisciplinaires en interaction avec les acteurs de terrain,
on arrive à identifier les scénarios, on arrive à identifier les indicateurs et on le fait de façon ensemble pour finalement obtenir les indicateurs finaux qui ont été utilisés pour pouvoir mesurer la performance. Et donc finalement, on est arrivé à suivre dans le cadre de cet exercice un ensemble des indicateurs qui relèvent plutôt de sphère environnementale, deuxième indicateur qui relève plutôt des aspects économiques et troisième plutôt qui relève des aspects sociaux. Et donc, l'ensemble de ces indicateurs ont permis de mesurer la performance de ce système. Et donc, en principe, ce sont des indicateurs qui ont été proposés qui sont smart, donc je veux dire qu'ils sont simples, ils sont mesurables, ils sont suffisamment précis. On peut bien entendu les quantifier. Ils donnent une réponse de la dynamique de l'évolution de l'hydrosystème dans le temps. Et donc, voilà, ce sont des indicateurs qu'on peut suivre et qui ont été suivis. Alors, donc, on l'avait testé pour deux différents moments au début du projet et à la fin du projet pour voir voilà, comment est-ce que le cadre méthodologique a évolué, comment est-ce qu'on a pu mesurer la performance. Et donc, voilà, donc ça, c'était le résultat de ce projet-là. Voilà, donc ça, c'est le premier exemple. Un deuxième exemple, c'est un exemple, donc, voilà, maintenant plutôt vers l'Afrique. Ici, on se trouve plutôt dans l'Afrique du Nord, donc on va à l'autre côté de la région méditerranéenne. D'ailleurs, ce n'est pas seulement les scientifiques qui ont fait ce transfert, et ce sont aussi les acteurs de terrain. En Algérie, par exemple, il y a beaucoup d'Espagnols qui développent à l'heure actuelle dans l'Afrique du Nord des activités agricoles pour pour des raisons économiques, pour des raisons de salaire, etc., qui sont plus attractifs en Afrique du Nord par rapport en Europe. Et donc, voilà, donc il y a quand même beaucoup de développement dans ce cadre-là. Ici, on est dans la plaine Trifa, on se trouve donc au Maroc. Et alors, le contexte dans lequel on se trouve, c'est le contexte du plan Vert Maroc. Hein, donc, le plan Vert Maroc, c'est un plan qui a été proposé par le gouvernement marocain dans les années 2000, 2008 pour être précise, et qui visait de donner un boost au développement agricole dans ce pays-là, dans le Maroc. Et donc, un des aspects pour donner un boost, c'est bien entendu renforcer l'irrigation et rendre l'irrigation beaucoup plus efficace. Il faut savoir que la majorité de l'irrigation qui se fait à l'heure actuelle sur notre planète fait encore toujours par ce qu'on appelle l'irrigation de surface. Hein, typiquement, on va inonder des surfaces agricoles, typiquement dans les bassins rizicoles. On va inonder les bassins, on va le faire immerger sur l'eau. Et donc, on va créer un lame d'eau sur la surface de l'eau. Et puis, voilà, on laisse pousser les plantes. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'irrigation gravitaire. Ce système d'irrigation, c'est un système qui n'est pas très efficace en termes d'utilisation de l'eau. Donc, quand tu regardes la quantité de l'eau qui est vraiment transformée en biomasse par rapport à la quantité d'eau qui est apportée dans ce système d'irrigation, on arrive à des efficiences d'ordre de grandeur de 30%. On peut aller vers une irrigation beaucoup plus efficace hein, en utilisant des choses qui sont beaucoup plus précises. Donc, on apporte de l'eau au moment où est nécessaire, quand les plantes en ont besoin, par aspersion, on monte vers 50-60%, ou par goutte à goutte. Goutte à goutte, cela veut dire que chaque goutte va compter. On va essayer de transformer chaque goutte en biomasse. Et donc, on applique vraiment de l'eau aux endroits où l'eau est nécessaire. Donc, c'est vraiment le faible dosage de l'eau, mais au bon moment et qui permet donc d'augmenter l'efficience de l'utilisation de l'eau. Si on va vers ce système de goutte à goutte, ça nécessite bien entendu des économies, ça nécessite de l'infrastructure, hein, donc de l'infrastructure de distribution de l'eau, de goutteurs, de purification de l'eau, des pompes, etc. Ça nécessite donc des budgets. Et donc le plan Maroc Vert visait justement de donner un boost à cette technologie-là et donc de subventionner aussi les agriculteurs par rapport à cette technologie. Et donc voilà, donc ça c'est le plan dans lequel on travaillait. Donc l'hypothèse de départ, c'était que quand on fait une irrigation localisée goutte à goutte, qu'on va avoir meilleure gestion de l'eau dans la plaine irriguée, donc on va pouvoir booster en effectif l'agriculture, réduire la consommation en eau. Et alors, de nouveau, voilà, le research gap qu'on avait là, c'est mais comment est-ce qu'on peut mesurer que le système agricole en tant que tel permet
comment est-ce qu'on peut mesurer que cette transition entre un système traditionnel par irrigation de surface vers un système plutôt moderne, comment est-ce qu'on peut mesurer que cette transition est une transition adéquate, tout en intégrant de nouveau les différents aspects de l'hydrosystème, donc pas seulement regarder la production agricole, mais aussi regarder le bien-être de l'agriculteur et de sa famille, et éventuellement aussi l'impact que ça peut avoir sur les écosystèmes naturels, sur les ressources naturelles, etc. Donc, voilà. Et donc, on considérait que pour pouvoir justement mesurer cette transition, on n'avait pas une métrique qui était adéquate. Et donc, on s'était inspiré d'ailleurs sur le cadre et l'approche méthodologique qu'on avait développée dans l'Andalax pour pouvoir appliquer cette même méthodologie pour mesurer la transition de cet système agricole au Maroc. Donc, le projet portait sur le développement et l'implémentation d'un cadre méthodologique pour évaluer la performance de la transition. C'était une approche transdisciplinaire parce que les agriculteurs ont été consultés pour quantifier les différents indicateurs et pour pouvoir proposer les indicateurs de mesure. Et tout cela, ça a été fait dans le cadre du projet ARES. Cette fois-ci, c'était projet ARES, apport institutionnel, plus de projet PRD, et une thèse de doctorat qui a été faite par Nicolas Feltz en 2016, il y a très longtemps. Voilà. Donc, simplement, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas très bien goutte à goutte, voilà, l'irrigation de surface, c'est ça. Hein, donc, on laisse couler de l'eau dans les grands ruisseaux et à un certain moment, l'agriculteur, il coupe ici le digue et puis il laisse couler de l'eau sur les petites parcelles agricoles et voilà, il fait ça manuellement. Voilà, ordre de grandeur 20% 20 à 30% d'efficience d'irrigation. L'aspersion, voilà, c'est quelque chose que vous connaissez déjà mieux. Voilà, ça permet d'augmenter l'efficience et goutte à goutte. Voilà, c'est vraiment